Bonjour à toutes et à tous, c'est Francis Anguia sur Tiloche Radio. Alors cette semaine, nous avons invité l'auteur d'un livre qui s'appelle Salamandre, une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise. Et son auteur, c'est Vera Varsa Sekeres. Bonjour. Bonjour. Alors, ce livre, c'est la biographie de Georges Sekeres, qui a été votre mari. Il a été publié aux éditions L'Harmattan l'an dernier. Et c'est la biographie d'un homme tout à fait exceptionnel. Et nous avons 1 heure pour revenir sur sa vie. Georges Sekeres est né dans l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1914, sur les territoires de l'actuelle Slovaquie. Il est parti à Paris en 1933 pour étudier la philosophie à la Sorbonne. Il s'engage volontairement dans ce qu'on a appelé la drôle de guerre en 1940. Il s'est ensuite engagé dans la résistance et était parmi les tout premiers à s'engager dans la résistance. Il sera décoré par la Croix de guerre. Après la guerre, il devient membre du Parti communiste et fait le voyage retour vers la Hongrie pour bâtir la démocratie populaire naissante. Il n'en sera pas très bien récompensé parce qu'il va être emprisonné par les staliniens hongrois pendant près de 4 années, à la suite desquelles il sera engagé après la prison il s'engagera comme terrassier, puis trouvera un travail dans la maison d'édition Europa, qui était une des plus grandes maisons d'édition à l'époque, et dont il deviendra directeur littéraire. Donc, en compagnie de Vera Varsa Sekeres et de Vincent Liéget et de moi-même, on va revenir sur cette biographie assez extraordinaire pendant 1 heure. Et comme première question, je voulais vous demander à quoi ressemblait la vie de Georges Sekeres dans les années 30 à Paris, qui était à une époque où le milieu politique et artistique et littéraire était très dynamique. Oui, j'ai entendu dire ça, que c'était très dynamique. Et je sais avec qui il est lié, surtout à la Sorbonne, amitié. C'était Pierre Courtade, Pierre Hervé, des autres jeunes gens étudiants en philosophie ou en littérature. Donc, par exemple, Pierre Courtade, beaucoup plus... après, il est devenu éditeur en chef de l'Humanité, ou vice le chef de l'Humanité. Pierre Hervé, il était essayiste, mais avant aussi il était résistant. Il a beaucoup aimé Paris. Il s'est senti chez lui. Il m'a raconté que des premières minutes presque, il a pensé qu'il est arrivé chez lui. Il avait 18 ans déjà. Il a vécu en Slovaquie, mais il était dans une famille hongroise. Il est né dans la famille hongroise, comme vous avez dit. Alors, la guerre a éclaté et il était volontaire dans la drôle de guerre. Même il était blessé. Grièvement blessé? Oui, grièvement blessé, mais quand même blessé. Et alors, après la chute, il est allé dans la zone soi-disant non occupée. C'était à Lyon. Mais il était démobilisé. Il a passé quelques mois au Côte d'Azur. Et même dans un village très, très joli, Agde, qui s'appelle. Et il devait être là. Mais après, il a passé quelques semaines dans la maison de Tristan Tzara, avec beaucoup d'autres un peu illégaux, parce qu'il était hongrois comme nationalité, ou slovaque, ou tchécoslovaque, qui savait alors. Alors tous les autres, il y avait beaucoup de gens dans la maison de Tristan Tzara dans le temps. Puis il est allé à Lyon. C'était là qu'il a commencé à essayer de trouver des gens de la résistance. Et il a pris la tête du comité d'action et de défense des immigrés, le CADI. C'était un mouvement qui rassemblait 16 nationalités. Oui, mais c'était un peu 2 ans, je pense, après. Parce que avant ça, il s'est allié avec, par exemple, Pascal Copeau
d'Astier de la Vigerie, qui était à la tête de cette formation, qui s'appelait Libération. C'était un des 3 mouvements de la zone sud. Ils ont essayé, et c'était intéressant, il m'a raconté même monter quelques petites auberges un peu louches où ils vivaient dans le temps. Ils essayaient qui est-ce qui peut-être parmi eux voulait résister. Alors ils ont résisté avant les grands mouvements de résistance. Eux, ils ont je pense, choisir M. Dastier comme leur chef et commandant. Mais M. Dastier était 3 ans après ou 4 ans après, il était commissaire des affaires internes du gouvernement de Gaulle en Algérie. Alors que M. Dastier de la Vigerie, il était écrivain, pas seulement capitaine de corvette, je pense. Il était comme officiellement, mais il était écrivain. Je l'ai vu une fois à Budapest, il était très vieux déjà. C'était 70, je pense. Une fois, il était à Budapest. Il était très, très malade dans le temps déjà. Il a fait illégalement le trajet de la France à Londres maintes fois pendant la Résistance. C'était un grand homme. Et votre mari donc avait gardé ensuite, par la suite, le contact avec ses camarades de résistance. Oui, il était nommé comme commandant d'un mouvement qui était organisé par des 16 petits, plus ou moins petits, pas tellement, pas trop, pas tout était petit, mouvement des 16 nations, des résistants de 16 nations. Et alors, dans ce temps-là, il est allé à Paris. Pas de Lyon pour lui déjà, dans ce temps-là. Mais avant, il a passé la zone de démarcation maintes fois, parce qu'il faisait des tracts, bien sûr, illégaux. Il y avait, je connais le mot, morasse. Il faisait les morasses sur les papiers de cigarettes, ce qu'il avait chez lui. Et comme il y avait des contrôles à cette ligne de démarcation, il n'avait pas chez lui même ce papier de cigarettes. Il avait une outil avec quoi il pouvait omettre le miroir dans le wagon de lit, y mettre le papier. Quand il n'y avait plus il était déjà dans la zone occupée. Il a remis le papier, il a jeté toujours à un autre endroit cet outil. Mais alors, en 1942, il était déjà à Paris. Est-ce qu'il a été arrêté par la police ou jamais? Jamais par la Gestapo, police française, jamais. Parce que, comme Claude Roy a écrit dans une des autobiographies, parce qu'il parle de Georges Séquerech en plusieurs de ses volumes autobiographiques, et dans l'une, il écrit que Georges parlait le français comme nous. Alors, d'abord, il avait des documents, bien sûr, pas les cartes d'identité qui n'étaient pas à lui, qui étaient à lui, mais selon quelques noms. Avec sa photographie et quelques noms. Avec des fausses identités. Oui, une carte d'identité fausse. Mais dans les premières 2 peut-être, le lieu de naissance était en Alsace.
ici, par exemple, il a un accent. Ça, c'est mieux. Il est alsacien. Et après, n'importe où, en France. Moi, j'ai vu 4 cartes d'identité ainsi. C'est bien possible que lui, il en avait plus. En plus, ouais. Mais est-ce qu'il vous a dit pourquoi il avait décidé finalement de s'engager déjà dans les forces françaises et ensuite dans la résistance et plutôt que de rentrer en Hongrie? Parce que la France a été occupée par l'Allemagne avant la Hongrie et finalement. Si, mais d'une part, il n'a jamais vécu en Hongrie, comme il est né en Slovaquie. D'autre part, parce que la Hongrie, avant la guerre, avant et pendant la guerre, c'était très très droitiste. Et lui, il était communiste ou presque. La Hongrie était un pays féodal. Jusqu'à pendant la moitié, déjà la moitié du XXe siècle, c'était un pays féodal. Il n'aimait pas du tout. Donc il préférait la vie parisienne et... La vie parisienne, un pays démocratique. Et alors à la fin de la guerre, en 1945, qu'est-ce il reste encore en France quelques années avant de retourner, pas de retourner, mais de partir en Hongrie? Il voulait partir, oui, comme vous dites. Il voulait partir en Hongrie tout de suite, mais il ne pouvait pas parce que c'était trop compliqué. Qui est-ce que cette personne? C'est français, tchèque, hongrois, qu'est-ce que c'est que ça comme personne? Mais au mois de septembre 1945, il est revenu en Hongrie. D'ailleurs, il était décoré. C'était une croix de guerre, vous avez dit, je sais, une croix de guerre avec palme. Ce qui est très rare. Croix de guerre est aussi rare. Mais avec palme, si je connais bien, on a donné 1000 avec palme. Pas plus, jamais. On a chez moi, à la maison, j'ai la décoration et bien sûr la citation aussi. C'est la 475e décoration. 475e sur 1000. Sur un total de 1000 décorations. Alors il est revenu. Il est venu en Hongrie. Il était nommé le chef de rubrique de politique étrangère dans le journal, dans le quotidien du Parti communiste. Le Szabad-Nép. Szabad-Nép. Qui est l'ancêtre du Népszabadság. Mm-hmm. Oui. Il a aimé le travail. Il a pensé que la Hongrie était très intéressante. Et aussi, il a pensé qu'il doit être ici, que c'est un devoir. Mais il n'aimait pas des rapports parmi les gens ici. Pour lui, c'était étranger. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans... Il y avait beaucoup de gens qui étaient trop selon les règles. Ceux qui étaient dans le Szabad-Nép, ils ont déjà pensé qu'on doit faire la place pour l'union, pour le communisme. Ça va, il n'était pas contre Georges Sekeres, seulement il n'aimait pas la méthode. Il a pensé que c'est pas humain comme entre eux, ils ont parlé, discuté, se comporté. Et quand il fait le choix de revenir en Hongrie, c'est aussi, comme vous disiez, par dégoût du féodalisme qui était encore en cours ici et auquel il voulait participer à mettre fin
avec le Parti communiste local. Oui. Et il a pensé qu'il avait de pratiques comment travailler dans une démocratie, pour une meilleure démocratie. Même là, en France. Et à Budapest, est-ce qu'il retrouve des gens qu'il a connus en France ou même peut-être dans la Résistance? Presque pas. Quelques-uns, je pense, un ou deux. Maintenant, je pense à un qu'il a connu dans la Résistance, qu'il était assassiné par la police stalinienne ici, en 1949. Qui était oui, il était en résistance française, lui, Marshall aussi. Et est-ce que Georges Sekeres, son statut de résistant en France et de combattant avec les forces françaises lui vaut un statut particulier ici, une aura particulière, ou c'est quelque chose qui n'est pas reconnu et qui n'interpelle pas les gens? Je dois dire maintenant que je ne comprends pas la question. Une question un peu compliquée. Le fait qu'il était dans la résistance en France, est-ce que ça lui permet, en venant en Hongrie, d'être reconnu comme quelqu'un d'important? Ou en Hongrie, ça n'a pas d'importance? Je ne pense pas. Non. Ils ont compris qu'il connaît comment lutter dans un mouvement. D'accord. Et rapidement, au Sabbat de Nep, il va s'opposer à sa rédaction, oui. Qui veut l'envoyer correspondant en France. Il a beaucoup, il voudrait beaucoup ça. Il voudrait être hongrois parce que c'est important, c'est un devoir, mais vivre en France. D'ailleurs, il avait une femme et un petit enfant. L'enfant est né en 46, janvier 46. En France. En France. Maman était française. Jeannie Chauveau, rédacteur en chef un peu plus tard de Elle. Ah, d'accord. Et donc, ça se passe pas très bien au Sabbat de Nep. Et Rakosi Matyas décide de l'envoyer diplomate à Rome comme attaché d'ambassade. Oui, exact. Et c'est là que... c'est en quelle année? 48. En 1948. Et donc voilà, il rentre dans les réseaux plus politiques. On lui propose de faire le mouchard. Ouais. Le mouchard est-ce qu'il refuse à plusieurs reprises? Non. C'était là, il y avait des gens qui reportaient de lui. C'est pas compréhensible? Si, c'est d'accord. Non, cette mouchard, c'est après. Non, d'accord. Non, c'est pas... Il y avait des mouchards qui... Il y avait des mouchards qui ont envoyé des rapports qu'ils ne connaissaient pas le travail, qu'il était presseux et qu'il était mal cultivé, etc., etc. Il y avait des dénonciations... Et qu'il aimait beaucoup seulement les réactionnaires. Il s'est lié avec des réactionnaires, là. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être finalement jeté en prison et déplacé de prison en prison, je crois, hors de Hongrie, ailleurs dans l'Empire soviétique. Et pour quelle raison il a arrêté? Le vice-ministre de l'affaires étrangères l'a convoqué au bout d'un certain temps. Alors, il y avait ces procès truqués. Oui. En Hongrie aussi, c'est le procès Reich. Le procès Reich. C'est le mot symbolique, oui. Que tout le monde connaît. Et alors, il y avait des procès Reich. Il y avait le procès, et on dit en hongrois et en Hongrie que les procès Reich, parce qu'il y avait des ramifications, même beaucoup. Et quand le vice-ministre l'a convoqué, avec une lettre très dégoûtante, camarade Sekeres, on veut vous faire avoir une poste plus élevée
une poste très importante. Alors venez en Hongrie pour qu'on puisse parler de ça. C'était un piège. C'était un piège. Dans le temps, je pense que les gens ne savaient pas. Maintenant, je connais que ces lettres-ci étaient appelées et convoquer quelqu'un avec la légende. Alors, j'ai la lettre. Et alors, il a compris qu'est-ce que c'était un piège, et il a décidé de rompre avec Hongrie et aller en France. Et comme il a vraiment joué un rôle vraiment assez important pendant la résistance, comme il avait une femme et un enfant française, les deux, françaises, une fillette. Et alors, il a passé 13 ans en France. Alors, il a pensé qu'il peut aller en France et s'établir là et vivre là. Et ne pas faire de la politique, mais en fin de compte, écrire. Il a voulu écrire et être journaliste, etc., essayiste. Et il était à Paris. Et à Paris, ils l'ont fait. Ils voulaient faire un mouchard. Et quelqu'un a... DST est le mot. DST est l'organisation. DST. Donc la police politique française oui. veut faire de lui un mouchard. Et oui. Ils ont dit que, bon, vous nous dites vous donnez quelques informations, pas des choses, non, quelques importantes. Alors il a dit, non, comment, non? Alors, vous voyez, vous n'avez pas de permis de séjour. Il a dit, mais comment voulez-vous que je fasse ça? Non. Alors, il y a l'expulsion, l'arrêt de l'expulsion. C'était écrit au cas d'urgence absolue, procédure d'urgence absolue, expulsion. Il a demandé 48 heures de prolongation. Ils ont dit, à vous pouvez faire ça, vous pouvez régler ça en 24 heures. Non. Alors, comme il a dit, 2 flics l'ont pris, mis dans une voiture, et ils ont parti. Il a 10 minutes en tête-à-tête avec sa femme. 10 minutes, il était laissé seul. Et alors, il a demandé, sa femme, Janie, de demander Annie Hervé, c'est une dame peut-être pas connue maintenant, elle était une héroïne. Annie Hervé était dans la résistance, elle était dans ces temps-là la secrétaire de Bidault. Et par hasard, dans le cas quand il était expulsé, Georges était expulsé, Bidault était ministre de l'Intérieur. Alors, Georges a demandé à sa femme de courir à Annie, qui était la marraine de leurs enfants, d'aller à Bidault et informer. C'était fait. Annie est allée à Bidault, chez son domicile, parce que c'était un dimanche, mais Annie était, bien sûr, persona grata chez lui. Et alors, Monsieur Bidault a envoyé une autre voiture avec un secrétaire, avec un petit papier. S'il signe qu'il veut rester en France, alors on peut annuler cette expulsion. Et je ne peux pas comprendre. J'ai entendu cette histoire il y a plus de 50 ans. Je ne peux pas comprendre pourquoi il n'a pas signé qu'il a voulu rester en France, rien d'autre. Donc il a refusé de signer ce papier. Oui, il a refusé. Parce qu'il avait été tellement heurté par le traitement qu'il avait reçu en France, malgré ses années de résistance. Exactement. Par fierté. Exactement. Pas sans raison, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il se doutait que c'est la prison qui l'attendait en plus ici. Oui. Et alors, c'était pas l'Union soviétique, c'était les soviets, mais en Allemagne de l'Est, c'était l'armée d'occupation russe, soviétique, en Allemagne.
Eux, ils ont donné Georges Sekeres au NKVD en Allemagne, à Dresden. Il a passé pendant presque 4 ans, comme vous avez dit, en 13 prisons. Tout en Allemagne de l'Est? Non, Allemagne de l'Est, une autre place en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, ici et là, partout. Après ces presque 4 années de prison, il retourne à Budapest et s'engage comme terrassier dans un premier temps. Il voulait rentrer à Budapest, mais alors il s'est rendu compte qu'il n'était pas permis de séjour à Budapest parce que quand il était à prison et quand il était libéré après 1359 jours, dont 11 mois et demi en cachot. Pendant 11 mois et demi, il ne voyait pas un visage humain. Il n'entendait pas une voix humaine. Il était seul dans un cachot. Et alors, quand il était libéré, ils ont demandé, est-ce qu'il a peut-être des parents à Budapest, un parentage? Il avait un sœur. Le sœur était déporté de la Budapest parce qu'il était ennemi du peuple, parce qu'il était terrien il était propriétaire terrien. Alors, ils étaient expulsés dans un petit village. Il a dit qu'il a personne qu'une sœur. Où habite la sœur? Déjà dans le temps, il savait où habite la sœur, dans un petit village, pas loin de Budapest d'ailleurs. Ils avaient la famille de la sœur, ils avaient 4. Alors il était le 5e dans la même chambre. La même chambre. Et il voulait venir à Budapest travailler, comme on a parlé, comme on a dit, comme il parlait français. D'ailleurs, il parlait allemand, tchèque et italien aussi. Mais il a voulu travailler comme traducteur, comme journaliste, quelque chose pareil. Alors, il était interdit de séjour et il a travaillé comme terrassier. Après ces 4 ans de très grave prison, c'était pas facile à faire. Et vivant là, prenant le petit train chaque matin, etc., etc. C'était dur. Il a commencé à demander sa réhabilitation parce qu'il était comme, qu'est-ce que c'est, elitélve. Il était, je vais dire, la crime, qu'est-ce que c'était la crime? La crime Condamné. Il était condamné comme ennemi du peuple. Comment? Parce qu'il n'est pas revenu à Budapest quand il était convoqué. C'est tout. Alors il a demandé sa réhabilitation. Ça durait longtemps. Ça durait jusqu'à 57. C'est 57, pardon. Jusqu'à 1957. 57. Il ne savait pas, moi je savais après les changements de régime, que ce n'était pas une réhabilitation totale. C'était moi qui a lutté pour ça. C'était pas ça, c'était vraiment sans crime. C'était un procès truqué. Et ça, vous l'avez finalement obtenu? Oui. En quelle année? En 85 ou 6. En 1985, donc 12 années après sa mort. Il est mort en 1973, oui, c'est bien ça. Oui. D'accord. Et il va s'engager, il va réussir à finalement retourner à Budapest et trouver un travail dans la maison d'édition Europa. Oui. Et il en deviendra après quelques années un des directeurs littéraires. Oui. Comment ça se passe? Comment il arrive à finalement, c'est suite à sa réhabilitation partielle qu'il peut
travaillait finalement dans un domaine qui lui... Il pouvait déjà, avec cette demi ou trois quarts de réhabilitation, il pouvait avoir de traduction. Il a traduit Hugo et Ulbricht et Čapek, mais Hugo et Aragon, etc. Alors, il y avait cette période quand ils ont compris que c'était vraiment le procès tout à fait absolument truqué. Il a reçu des traductions parce que il y avait un an ou deux quand les gens n'osaient pas à lui donner de traduction. La première, c'était Hugo, une partie de Misérable, qu'il a fait sous un nom d'un ami, qui était très gentil et courageux avec ça. Entre-temps, il y a aussi les événements du 23 octobre 1956, le soulèvement du peuple hongrois. Il fait quoi à ce moment-là? Il participe, il suit? Non, il a décidé dans la prison, dans le cachot même, il a décidé de jamais se mêler dans quoi que ce soit, politique ou lutte. On ne pensait pas à lutte, mais de politique. Alors, ni là, ni rien. Moi, du cachot, il dit terminé, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et alors, votre rencontre, ça se passe à Budapest en 1960, c'est bien ça? Et à l'époque, vous êtes professeur à l'université de théâtre et de cinéma? Et pas encore, j'étais dans un lycée dans le temps. C'était un peu après que je suis allée à théâtre, oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de cette rencontre et surtout la vie à Budapest dans les 60, ce que vous y faisiez, ce que lui, il faisait? Dans quel milieu vous évoluez? On est allé assez souvent dans les grandes bibliothèques y travailler parce que personne n'avait pas des appartements assez grands pour y travailler. Il y avait des membres de famille, alors on était dans les bibliothèques. Par exemple, dans la bibliothèque aussi dans l'académie, mais c'était dans le Parlement. Très joli, néo-gothique bibliothèque. Il a travaillé là aussi, moi aussi. Et c'est là que vous êtes rencontrés? Oui, avec un ami, là déjà connu. Ainsi, on s'est rencontrés. Il y avait une grande différence d'âge. Et est-ce que vous avez connu son histoire personnelle rapidement ou bien après? Il a dit qu'il a vécu pendant longtemps en France. Il a même raconté qu'il avait une femme et un enfant là. Il a raconté qu'il était... tout le monde savait qu'il était en prison. Dans ce cercle, tout le monde savait qu'il était en prison. Dans le temps, c'était vraiment pas rare parmi les amis, il y avait beaucoup qui étaient dans la prison. Dans ce temps, dans autre temps, beaucoup. Il y avait, dans ma génération, c'était pas rare. C'était courant, oui. C'est courant. Et donc, comment vous est venue l'idée de... Là, on va passer vraiment à une partie un peu différente, celle de l'ouvrage lui-même. Donc, je rappelle le titre, c'est Salamandre. Salamandre, c'était le surnom de votre mari dans la Résistance. Le nom qui s'était donné? Ou après? Non, c'était lui qu'il a écrit des écrits intimes quand il est sorti de prison pendant quelques semaines seulement. Et alors, il a écrit que je ne suis pas ce phénix qui ne se consomme pas dans le feu, mais peut-être ce certain salamandre quand même. Alors je me suis dit, salamandre. Salamandre, une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise, édité chez l'Harmattan l'année dernière. Et à quel moment vous est venue l'idée, surtout l'envie d'écrire ce livre? Et quand avez-vous commencé? Il y a 42 ans. Parce qu'il est mort il y a 44 ans. En 1973? 13, oui. Et alors,
parce que c'était vraiment une biographie assez rare, exceptionnelle. Il y avait un écrivain, Hegedüs Géza, qui m'a dit, un ami de lui, qui m'a dit, bon, si vous me donnez de matériel, j'écris un livre de ça. Alors, j'ai commencé à trouver de matériel. Alors, il y avait une dame, metteur en scène, qui voulait faire un film documentaire. Donnez-moi de matériel. J'ai commencé, mais tout, où commencer, où trouver. Et alors, j'ai commencé à travailler, chercher. Au bout de certain temps, je me suis dit que c'est moi qui dois le faire parce que la dame n'a pas reçu l'argent pour le film. Et M. Hegedüs était très âgé dans le temps. Et je me suis dit un beau jour que c'est moi qui... Vous dois le faire vous-même. Mais alors, je me suis dit, qui est-ce qui va me croire que je dis qu'il était courageux, brave, il vivait selon ses principes toujours, même un beau garçon. Qui est-ce qui va me croire? Alors, je me suis dit que peut-être c'est mieux de mettre document après document. Comme ça, c'est compréhensible et on peut croire. Et alors, il y avait une parution en Hongrie en 1985 de Salamandre, mais après, aussi dans le Salamandra Tűzben en hongrois, mais après les changements des régimes, des politiques, j'ai trouvé des documentations très importantes. Par exemple, ce que dans la police politique hongroise, qu'est-ce qu'on fait quand il pendant l'interrogatoire, on écrit de quoi ça. Alors ça, je n'ai pas trouvé. Des procès-verbaux peut-être. Les procès-verbaux. Ils m'ont dit, quel procès? Il n'y avait pas de procès comme ça. J'ai dit, mais je sais, et tout le monde sait qu'il y avait un... Non, il n'y a rien. Si vous n'avez pas eu accès à son dossier des services secrets hongrois? Oui, ils ont dit que c'était au double zéro. Ça veut dire que c'est tout à fait strictement... confidentiel. Protégé. Et encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès. Non. J'ai trouvé ça. Ce que j'ai trouvé, c'est dans le livre maintenant hongrois, qui était il y a 3 ans, publié à Budapest, l'Harmattan aussi. D'accord. Et après en français. D'accord. Alors ce livre, vous êtes reparti un peu dans son passé. Vous avez trouvé des sources, comme vous nous disiez, des sources officielles. Vous avez aussi rencontré des amis qu'il avait eus en France, par exemple. Oui, beaucoup. Alors il y a parmi eux des gens illustres, oui. Je crois. Oui. Tous les écrivains. Alors il y avait qui parmi ces gens que vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de votre mari en fait? Oui, mais ils étaient des amis, des bons amis. Et ils étaient absolument fantastiques, le rapport avec moi. Quand j'ai dit que je suis la femme de Georges Sekeres, je l'ai connu personnellement ou pas, j'étais une amie proche. Ils étaient prêts à m'aider en n'importe quoi. Monsieur Pierre Grappin, qui était recteur en 68 à Sorbonne, Jorge Semprún, Georges Semprún, et Claude Roy, Roger Vaillant, non, il est mort avant, non, je l'ai connu, et il écrit de lui, et Edgar Morin. Edgar Morin, le grand sociologue. Il a donné une interview il y a 4 semaines à Paris. Il était absolument fantastique. Edgar était fantastique. Il a 96 ans. Il est jeune, actif, fantastique. C'est un de vos amis, Edgar Morin. Oui, un bon ami. Et Jacques-Francis Roland, qui a encore beaucoup d'écrivains. Pour revenir à Edgar Morin, d'ailleurs, on mettra le lien sur
En dessous de l'émission, il y a la vidéo dont vous parlez de son interview qui a été faite il y a quelques mois à Paris, qui est vraiment hyper intéressante et qui raconte, et je vois là aussi dans le livre la photo de Edgar Morin lors de son passage à Budapest en 1966. Oui, mais il est même maintenant comme ça. Il est toujours pareil. Oui, toujours pareil. C'est fantastique. Et les autres amis, bons amis, Jean Pronto, Serge Ravanel, qui était l'historien de la résistance. Vraiment, j'ai hérité ces amitiés qui je peux dire que c'est fantastique. Ça montre l'importance du personnage et le respect qu'il lui portait. Oui. Et quel a été l'accueil j'imagine que vous leur avez envoyé Non, l'Harmattan n'a pas beaucoup de livres gratuits à sa disposition, mais j'imagine que vous avez eu des retours ensuite quand ils ont lu le livre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit je ne sais pas encore. Ils m'ont dit qu'ils vont projeter l'interview avec M. Morin et avec moi aussi. Et après, on va voir. C'était lancé au Mardi hongrois, dans la brasserie aussi. Mardi hongrois de Jean-Pierre Fromer, que nous saluons ici. Oui, c'est vrai que ce livre est sorti très, très récemment. Oui. Et en Hongrie, les gens en ont un peu parlé aussi. Bon, il était déjà sorti, il y a 2 ans. Oui, il y avait pas mal de réactions de ça, oui. C'était dans la télévision, c'était montré. Vous avez été invité sur les plateaux télé? Oui. Oui, aussi dans la librairie des écrivains, avenue Andrassy, etc. Il y avait dans la radio aussi. Ouais, les gens ont immédiatement compris l'importance de ce genre de personnages qui ont fait face aux deux totalitarismes du XXe siècle. Et c'est vrai que c'est un condensé de l'histoire du XXe siècle. Oui, c'est emblématique pour le XXe siècle, je pense. Avec en plus, dès le départ, le traité de Trianon et sa vie qui a commencé ça me rappelle un peu les écrits de Sándor Márai par rapport à ça, où il se retrouve un peu apatride. Il se retrouve à être étranger dans un autre pays et d'où son parcours aussi à travers la France, etc., qu'on retrouve dans le personnage de Sándor Márai. Moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que donc Edgar Morin était aussi très ami avec un autre grand personnage du siècle dernier hongrois qui était François Feite Ferenc? Oui. Est-ce que votre mari avait rencontré Feite Ferenc? Même moi. Oui. Je l'ai rencontré. Ils étaient aussi amis? Ils n'étaient pas amis parce que Georges était communiste ou presque, tandis que M. Feite ne l'était pas du tout. Mais ils étaient des rapports étaient tout à fait bien entre eux, tout à fait normal. Alors on était ensemble plusieurs fois chez les gens en France. Antonio, qui vient nous rejoindre il y a 5 minutes, toujours à l'heure. Bonsoir à tous les publics français francophones. Historien diplômé d'un doctorat, est-ce que tu as des questions? La biographie de Sekeres, c'est très très intéressant parce qu'il a vécu tous les deux totalitarismes. Je voulais demander, il n'a jamais fait des comparaisons entre les deux totalitarismes, et donc il disait que quelqu'un il était pire que l'autre, ou il parlait des différences entre les deux totalitarismes. Oui, il a dit que dans les années 30, déjà à Paris, il connaissait ce qui se passait dans l'Union soviétique. Des procès, certainement pas en totalité, mais ils ont déjà connu que ce n'était pas du tout bien. Il a dit, c'est-à-dire en français, il a dit qu'ils ont compris que contre le nazisme, on doit se lier même avec l'Union soviétique, mais c'était ainsi que même avec. Mais déjà. Et alors, après la guerre, et après, je ne sais pas, dans les années 60,
70, il a dit que, bon, c'était l'Union soviétique. Dans les années 30, on a pensé que c'était une fille boutonneuse, mais après ça, c'était une putain, une vieille putain, quelque chose pareil. C'était pas trop élégant. Et une autre question, si je peux. Il devient dissident, on a dit, dans les 1950, quand il se trouve en Italie, parce qu'il se refuse de retourner. J'ai pensé à mon pays. En Italie, cette année, c'est très important, parce que dans les 49, l'Italie entre dans l'OTAN. Et il y a un grand conflit en Italie entre la partie communiste du pays et la partie anticommuniste. Il n'a jamais fait des réflexions sur la situation italienne? Non, parce qu'il est parti de l'Italie déjà au mois de mars, le 5, je pense, ou 3 de mars. Et pendant tout le février, il était déjà déchiré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il revient en Hongrie ou il part en France? Non, pas dans le temps. Il ne s'était pas mêlé. Il a connu Terracini. Le sénateur est un autre Terracini. Un des pères de la Constitution italienne. Oui, je sais. Un grand personnage. Sereni, il a parlé de Sereni et Terracini. Il s'est toujours considéré communiste, même quand il est devenu dissident? Non. Non. Celle qu'il a pensé que c'est fini. Et surtout, la politique, pour toujours, c'est fini. Il a perdu ses illusions très très rapidement. Oui. Mais pas. J'imagine il n'était pas apolitique, parce qu'un personnage comme ça... Donc à la fin, il a pensé qu'il était un démocrate antifasciste. Il était un démocrate, oui, jusqu'au... dans sa... Il n'a jamais fait quelques réflexions sur les régimes des cadres, le communisme au goulash, qu'il était un peu plus libéral. Si. Qu'est-ce qu'il pensait? Le communisme goulash, il ne connaît pas, parce que ça a commencé dans les années 70 après. Mais il a dit que eux, ils sont les mêmes qu'ils avaient avant. C'est bien sûr un tout petit peu mieux qu'avant, comme le régime Rákosi, mais ce sont les mêmes. Les contenus, il était la même. Il était seulement plus hypocrite, peut-être. Surtout que Kadar était un homme qui s'était compromis et par juré, qui avait été un traître, qui avait trahi. Qui a trahi. Par exemple, Nagyimre. Bien sûr. Et ce que votre mari avait refusé de faire et qui avait des principes très, très droits, on l'a vu, il a été jeté en prison parce qu'il a refusé de signer ce papier de la France. Donc évidemment, il ne devait pas porter des gens comme Kadar en très haute estime. Oui, on était très liés avec Madame Roik. Pas seulement lui, moi aussi. Madame Roik m'a donné l'honneur d'être mon amie aussi. Et comme Madame Roik a lutté pour qu'une grande rue soit nommée rue Roik, Georges m'a dit, si Julia a demandé quelque chose de ceux qui l'ont pendu Roik, Roik lui-même ne voudrait faire jamais. Alors j'ai dit, oui, c'est Roik, c'est sûr, tu as raison, mais c'est Madame Roik. Et alors il avait pour moi une réponse très importante de Georges quand j'ai dit, oui, c'est Roik. Mais c'est Madame Roik ici. Alors il a dit, cette réponse était très importante pour moi quand je me suis dit, est-ce qu'il voulait que j'écrive ce livre? Et j'ai dit, il a raconté. Une dernière question. Je suis un peu romantique parce que je suis italienne. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux de Georges? Vous a fait tomber amoureux de Georges? Quoi m'a fait? Sa personnalité. C'était une personnalité absolument intéressante, même ravissante. Même si on parle d'un homme, c'est rare, je dis qu'il était très charmant. Un homme charmant, presque 2 décennies entre nous, de différence de l'âge. Par exemple, il pouvait... Qu'est-ce que je dis maintenant? C'est quoi?
Faire la révérence. Faire la révérence. Ouais. Faire révérence sans le faire. Et pouvait le faire. La classe il des était dissidents. Très intelligent, très gentil, très brave. Un beau garçon. Un très beau garçon. Et il y a des photos qui l'attestent dans le Voilà. livre. C'est un beau garçon. Ah oui, un acteur. Presque un acteur. Oui, exactement. Avec une mimique très vive. Un visage typiquement hongrois, je dirais. Hein? Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on va pouvoir conclure et puis demander au DJ de nous envoyer un peu de musique pour se dire au revoir. On va podcaster. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site oulala.org. Et on mettra des liens vers les éditions L'Harmattan où les gens vont pouvoir retrouver toutes les références du livre Salamandre. Je répète le titre, Salamandre, une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise. Ça a été traduit du hongrois par Paul Rémétan et Thierry Loisel. Thierry Loisel, que je salue d'ailleurs, que je connais bien. Oui. Et on mettra aussi le lien vers les 2 vidéos, donc la vôtre et celle avec Edgar Morin, qui est vraiment très 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 passionnante sur sa rencontre dans la résistance et aussi le rôle joué par votre mari intellectuellement auprès d'Edgar Morin. Comment il a amené un autre regard sur le communisme, sur le marxisme. Et Edgar Morin en parle de manière tout à fait passionnante. Oui. Voilà, nous étions avec Vera Varcha-Sekalech, merci d'être venu. Et on dit à nos auditeurs à dans 2 semaines. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, bon week-end à tous les monde. Merci. Hívás következik. És mennyivel tartozom? A főnök szerint 1%-kal. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Drága hallgatók, mi itt a Tirosban tudjuk, hogy a személyi jövedelemadótok 1%-a mit akar. Vágyik a tilosba. Úgyhogy utaljátok nekünk. Adószámunk, nekünk, adószámunk, nekünk, adószámunk, nekünk, adószámunk, nekünk, adószámunk, nekünk, adószámunk.